Alors, on sait tous que le marché immobilier est dans la tourmente, en difficulté, avec un contexte d'inflation, de taux d'intérêt qui sont élevés. Et donc, il y a ce recours au prêt familial qui, pour certains, est une solution, miracle peut-être, on va en parler, pour avoir un financement, pour financer son projet immobilier. Bonjour, maître Jérôme Barré. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yard. On rappelle, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le prêt familial, le prêt intrafamilial, c'est la même chose, hein? Oui, on dit prêt familial, à l'intérieur d'une famille Ouais. familiale, oui, c'est la même chose. Et donc, alors, expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est? C'est un prêt justement entre personnes physiques, c'est un prêt de somme d'argent entre personnes physiques. Ça peut être un prêt même en dehors de la famille, hein. Ça peut être un prêt à des relations, des personnes en qui on a confiance, parce qu'évidemment, dans le prêt familial, il y a le côté famille, donc confiance, a priori. C'est une opération qui est plutôt à caractère exceptionnel, puisque vous savez que le monopole du prêt, normalement, ce sont les banques. Oui. Donc si vous commencez à faire des prêts régulièrement et que ça devient une activité, on va vous le reprocher. On va vous demander donc de ne pas taper, si je puis dire, dans ce monopole des banques. En fait, c'est donc une opération relativement simple dans laquelle un membre de la famille prête à un autre membre de la famille. Ouais. Il y a des conditions de forme pour sortir ce prêt, un minimum, un maximum. Plusieurs sujets. Si vous avez un prêt de moins de 1 500 €, il n'y a pas de formalité particulière. Si vous avez un montant qui est supérieur à 1 500 €, juridiquement, hein, il faut rédiger un écrit. Ouais. Et cet écrit va prendre soit la forme d'un contrat, donc il va être signé par les deux parties, celui qui prête et celui qui emprunte, soit vous avez une reconnaissance de dette dans laquelle quelqu'un s'engage unilatéralement à rembourser une somme à quelqu'un qui lui a prêté cette somme. C'est donc signé normalement de la seule main de l'emprunteur, mais il faut quand même deux documents, un pour l'emprunteur et un pour le prêteur. Bon, il y a des précautions d'usage à prendre au moment de la conclusion de ce contrat, Oui, de prêt familial. Oui, parce que déjà, il faut pouvoir lui donner une date certaine. C'est-à-dire si jamais l'administration vient vous voir, il faut que vous puissiez dire, j'ai bien un contrat de prêt. Si l'administration vient vous voir et que vous boutiquez un contrat après, elle n'aura pas confiance. Donc soit vous faites un contrat par un acte authentique devant notaire, c'est une possibilité, c'est pas la plus simple, mais c'est tout à fait possible. Soit vous allez déposer votre document à la formalité de l'enregistrement, ça vous coûtera 125 €, ce qui n'est pas grand-chose. Et donc vous remplissez donc déjà les conditions de publicité, si je puis dire, pour donner une réelle date à ce document. Qu'est-ce qu'on inscrit comme mention écrite qui doit figurer au sein de ce contrat de prêt? Alors ce contrat de prêt, vous allez pouvoir y mettre la durée du prêt, les modalités de remboursement, la date d'échéance, parce que ça c'est un sujet important. Si l'administration a l'impression que vous faites riper la date d'échéance, elle pourra avoir une autre idée du contrat de prêt, on le verra tout à l'heure. Le taux d'intérêt. Alors, le taux d'intérêt, il n'est pas obligatoire entre personnes physiques. C'est là où on a un intérêt justement à faire ce sujet-là. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, avec des taux qui sont élevés. Quand vous avez recours à un oncle d'Amérique ou à une tante qui est assez fortunée et qu'elle veut bien vous prêter de l'argent, vous êtes très content parce qu'elle peut vous le facturer zéro. Et donc, vous Parce que facturer zéro à l'époque où les taux d'intérêt étaient proches de zéro, c'est une chose. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à 3, 4, 5%. On peut toujours prêter sans intérêt. On peut prêter sans intérêt, absolument. D'où l'astuce en ce moment, évidemment. C'est la réglementation aujourd'hui. Peut-être qu'elle changera si on a des taux à 25%. On vous dira peut-être que ce ne sera plus tout à fait le cas. On indiquera également les modalités de remboursement. Est-ce que vous le faites à la fin, in fine, trimestriel, mensuel et puis, on regardera également s'il y a une faculté de remboursement anticipé. Donc ça, on peut l'indiquer dans le contrat. C'est toujours intéressant de le faire. Et éventuellement, voir si on ne propose pas un gage, la remise d'un bien, la remise d'une chose. Vous avez une jolie voiture, je la mets en gage chez celui qui me prête, pour s'assurer que le montant sera effectivement remboursé. Là encore, l'administration fiscale aime bien ça, elle aime bien avoir des preuves, des démonstrations que vous êtes... Mais ça n'est pas encore obligatoire. Il n'y a aucune obligation de trouver ce gage. Quelles sont les obligations fiscales en lien avec ce prêt familial? Alors les obligations fiscales, dès lors qu'on a vu moins de 1 500 €, pas d'écrit, 1 500 € à partir de 1 500 € un écrit, au-delà de 5 000 €, vous devez remplir un formulaire qui est le formulaire 2062, qui va s'inscrire dans votre déclaration de revenus, et dans lequel vous avez l'identification de l'emprunteur, l'identification du prêteur, ce qui est prêté, le montant, les modalités, en fait la cartographie, si je puis dire, de ce prêt. Et donc c'est important que vous souscriviez ça, sinon vous avez une amende de 150 €. Mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus grave, et là encore on le verra tout à l'heure. Bon, est-ce que ce type de prêt engendre des coûts spécifiques pour les parties? Non, si vous avez effectivement un prêt avec assorti d'un intérêt, celui qui facture l'intérêt devra déclarer cet intérêt dans sa déclaration, ce sera des revenus de capitaux Mais mobiles. si on n'a pas, c'est réglé? Si on n'a pas, c'est réglé. Donc si vous allez voir un avocat, si vous allez voir un notaire, effectivement vous avez éventuellement des frais supplémentaires, mais sinon il n'y a pas de frais de dossier. Là encore, vous n'avez pas de comité de crédit, vous n'avez pas de frais de dossier, donc vous avez aussi une simplification, une flexibilité intéressante. Qu'est-ce qui se passe au moment du remboursement?
Parce que remboursement, il doit y avoir. Sinon c'est là que les problèmes commencent. Et là, on le verra. Voilà, exactement. Donc le prêt infirmière, c'est très flexible. On peut prévoir tout ce qu'on veut. Le remboursement, je vous l'ai dit tout à l'heure, en une seule fois, en plusieurs fois, trimestriel, à la fin du sujet. Mais on doit respecter ce qui est inscrit dans le contrat. Donc, on peut aussi conditionner ce remboursement à différents éléments de la vie. Vous avez un de vos enfants qui se lance dans la vie, qui n'a pas encore de travail. Vous pouvez prévoir des franchises. C'est-à-dire que vous dites, tu ne me rembourseras, mon cher fils, que dans 2 ans. C'est-à-dire quand qu'on considérera que tu es suffisamment établi dans la vie. Ça peut être la vente d'un bien. J'attendais de vendre un tableau pour pouvoir rembourser mon oncle. Puis ça peut être un retour à meilleure fortune. J'avais plus de travail, on m'a prêté pour mon train de vie finalement. Et puis quand je retrouve un travail, à ce moment-là, j'ai un retour à meilleure fortune, je pourrais rembourser. Est-ce qu'on peut se prémunir contre justement certaines difficultés de remboursement, même en famille? Même en famille, si on est sage, alors la parole est importante, mais si on est sage, on pourra prévoir quelque chose. Alors on parle d'hypothèque conventionnelle, mais c'est très cher. Ça ne marche pas du tout. Enfin, c'est facile à mettre en place, mais ça coûte un certain prix. Plus facilement, ça sera un gage avec une dépossession. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Un tableau, un bronze, une œuvre d'art, une montre. C'est quelque chose qu'on peut remettre au prêteur pour pouvoir le rassurer. Ouais. Une montre. Une montre. Qu'advient-il si l'emprunteur ne rembourse pas? Alors, c'est là où celui qui ne rembourse pas va commencer à s'exposer à des difficultés avec l'administration. Oui. Ah, voilà. Le prêt... Les choses, ça commence là, en fait. Le prêt, on vous le tolère sans intérêt, on vous le tolère sur des délais relativement longs. En revanche, si vous ne remboursez pas, que va faire l'administration? Elle a été informée par l'imprimé 2062 et elle va venir taper à votre porte en vous demandant ce qu'il en est. Et si vous ne remboursez pas, elle pourra imaginer assez facilement que ce que vous avez reçu, sinon, ce n'est pas un prêt. C'est un don. C'est une donation. Une donation. Voilà. Ouais. Et cette donation, elle va avoir deux possibilités. La première possibilité, c'est que si vous êtes toujours vivant, si je puis dire, si l'emprunteur est toujours là, on me dit, mais dites donc, vous n'avez pas remboursé. D'où l'importance parfois, quand on prolonge le prêt, ce qui est possible, d'y faire des avenants qu'on va déclarer. Et qu'on va aussi déclarer dans la déclaration par la 2062. Et donc, si on a un prêt qu'on n'a pas déclaré avec l'administration, qu'est-ce qu'elle est requalifiée? C'est une donation. Ouais. Elle va tenir compte des donations que vous auriez éventuellement faites dans le délai de 15 ans. Elle peut appliquer un intérêt de retard de 2,40 par an. Et puis vous avez des taux qui montent très vite, puisque vous savez qu'au-delà d'1,8 million, c'est 45%. Donc ça change totalement l'histoire. Ça change totalement l'histoire, et elle peut en plus considérer que vous vous êtes moqué d'elle, et si elle juge que c'est un manquement délibéré, 40%. 40% de pénalité sur les droits de donation, ce qui est quand même relativement élevé. Le deuxième possibilité, c'est que l'emprunteur est décédé. Or, vous savez que lorsque vous avez effectué un don manuel, c'est-à-dire une transmission de la main à la main, c'est exactement un virement de compte à compte, eh bien, l'administration n'a pas de limite pour les réintégrer après votre décès. Elle considérera qu'à ce moment-là, c'est un don manuel et elle peut le réintégrer dans la succession du prêteur décédé. Mais je parle du décès justement, pardon, c'est un peu glauque, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, logiquement, la vie continue. Comme de l'autre. Hein. La vie continue. Soit l'emprunteur décède, dans ces cas-là, vous devez continuer les héritiers de l'emprunteur doivent continuer à rembourser. Alors, c'est là où il peut y avoir des éléments de remboursement anticipé. Deuxièmement, soit c'est le prêteur qui décède, évidemment la situation s'inverse, et l'emprunteur devra continuer à rembourser sa dette aux héritiers, aux ayants droit du prêteur. Voilà. Bon, on parle de prêter de l'argent évidemment, parce que l'objectif c'est évidemment de financer l'acquisition d'un bien immobilier, mais est-ce qu'on peut prêter autre chose que des sommes d'argent? Oui, on peut prêter beaucoup de choses, on peut prêter tout ce qu'on a en meubles blancs, si je veux dire, des meubles blancs, des objets de collection, des tableaux. On peut prêter des titres de société, on va voir que c'est un peu différent comme traitement fiscal. On peut même prêter sa maison. Prêter sa maison sans... Mais c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que vous partez à l'étranger, vous souhaitez que votre maison soit occupée, vous la prêtez. Alors, c'est un prêt qu'on appelle commoda, sans contrepartie. Ouais. Vous écrivez, vous pouvez passer devant notaire, c'est même souhaitable. Et dans cette hypothèse-là, vous exprimez que cette maison est prêtée. Et en général, on demande, c'est sans contrepartie, mais vous demandez quand même à celui qui l'emprunte d'en assumer les frais. Ça vous permet d'avoir une maison qui est gardée, mais une maison qui est occupée. On fait un contrat pour ça. On fait un contrat, si. On peut le faire sans contrat aussi. Hein. Alors, si vous le faites sans contrat, c'est plus délicat parce que justement, est-ce que c'est vraiment un prêt? Et puis, imaginez quelqu'un qui déménage ou qui emménage chez quelqu'un à qui on prête une maison. Si vous revenez 3 jours plus tard et qu'il n'y a pas de contrat, vous allez vous retrouver dans une situation précaire. Mais même en famille, c'est toujours mieux de faire un contrat. C'est toujours mieux de faire un contrat. Là encore, pour que l'administration n'ait pas l'impression que ce soit autre chose que le contrat. Et que ce soit, par exemple, pas un usufruit déguisé.
On peut prêter des titres de société. Alors ça, c'est quelque chose que l'on voit dans les groupes familiaux, notamment quand il faut avoir un certain nombre de titres ou pour des postes d'administrateur. Mais dans ces cas-là, la formule de prêt équivaut à une vente sur le plan fiscal. Vous avez un titre, vous le prêtez à quelqu'un, même si c'est un prêt sans écrit et tout simplement fait, vous devez payer la plus-value qui est entre le prix d'acquisition et le moment où vous le prêtez. Et de la même manière, celui qui vous rend les titres au bout de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'il y a une plus-value, eh bien, il va assumer la plus-value entre le moment où on a prêté et le moment où il redonne. Bon, question de fin, quelle est donc la bonne attitude en résumé face à un prêt familial? C'est toujours mieux de le formaliser parce que quand vous traitez avec quelqu'un, vous ne traitez pas avec ses héritiers. Et si ce quelqu'un vient un jour à disparaître, les héritiers peuvent prendre les choses d'une façon différente. C'est toujours mieux de le faire. C'est toujours mieux de le faire vis-à-vis de l'administration, de sorte que l'administration n'a pas de doute sur le fait que c'est un prêt. Et une précaution également à entamer, c'est toujours mieux, plutôt que de rembourser tout à fait à la fin, c'est toujours mieux d'avoir des petits remboursements, parce que là, vous montrez l'intention de rembourser le prêt. Oui, qui est réel. Voilà. Voilà, et effective. Merci beaucoup. Explication signée Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard. Merci. Merci David.